Donc, bonjour à tous. Bienvenue au podcast Deux fiscalistes, un podcast. Je me présente, Reggie, professeur à l'EGUQAM, CPA, ancien praticien, en fait, toujours praticien, avec plus de 10 années d'expérience. J'ai travaillé en cabinet comptable, j'ai fait des conférences, j'ai été chargé de cours à l'université, à la maîtrise, en fiscalité, etc. Et aujourd'hui, bien, professeur au deuxième cycle en fiscalité. Jerry, qui es-tu? Moi, c'est juste Jay ou Jerry. Les titres, ça m'importe peu. Oh my God. OK. Fait que sinon, t'as quoi comme expérience? Je t'ai pris dans la rue en arrivant ou... Ouais, exact. Oui, J'étais dans la rue, j'étais en train de traîner, j'ai fait... Après, t'as décidé de m'interviewer, j'ai prétendu que j'ai travaillé plus qu'une quinzaine d'années en cabinet comptable. Aujourd'hui, que j'étais à mon compte. Ça résume bien mon expérience. Parfait. Donc, ça lance le ton pour le podcast d'aujourd'hui. En gros, Deux fiscalistes, un podcast. En quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, première des choses, nous sommes tous les deux fiscalistes en fait, je vais dire dans la vraie vie, mais comme profession. L'objectif, en fait, dans Deux fiscalistes, un podcast, c'est qu'on veut vulgariser la fiscalité. On s'est rendu compte avec notre pratique que la majorité des gens ne comprennent pas la fiscalité et ne comprennent pas comment est-ce qu'elle s'imbrique dans le milieu des affaires. Donc, on s'est dit, ben écoute, il y en a en finance, il y en a en marketing, il y en a en plein de choses, il y a des startups, etc. Mais il n'y a pas vraiment de podcast qui se spécialise en fiscalité et qui montre comment est-ce que la fiscalité peut s'imbriquer dans le milieu des affaires, dans une business, comment est-ce que ça peut aider, c'est quoi juste les conséquences, pourquoi on paye de l'impôt. C'est beau de parler de fiscalité, c'est beau de parler de l'impôt. Monde sont pour ou contre l'impôt, tout dépendant. On va avoir des invités qui vont être pour l'impôt. Ça va être intéressant de débattre avec eux. Donc, bref, c'est vraiment de vulgariser, de simplifier la fiscalité pour monsieur, madame, tout le monde, mais également rentrer dans des études de cas, rentrer dans des débats. Puis, on ne va pas seulement s'attarder à la fiscalité. On va également élargir le champ d'horizon du podcast pour parler également de affaires, finances, comptabilité. Un autre sujet qu'on voit souvent aussi, c'est que les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement de background en comptabilité ont beaucoup de difficultés à interpréter des états financiers. Ils vont gérer leur business avec leur compte de banque plutôt qu'avec des chiffres. Et malheureusement, des fois, ça mène à des résultats qui ne sont pas concluants ou même des fois des faillites ou des entreprises qui ferment. Bref, on va aborder également le reprenariat, l'achat, la vente d'entreprise, la rémunération, comment est-ce que ça fonctionne. On va regarder qu'est-ce que les REER, les CELI, qu'est-ce qui est le plus important, de la planification financière. On va toucher au domaine des affaires, mais toujours avec un angle fiscal. Jerry? Avant de commencer, par contre, je voudrais présenter... On a déjà un invité aujourd'hui, Oui. Victor. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi d'un point de vue plus professionnel? Très bien. Moi, je suis un pur produit universitaire. Donc, j'ai une formation juridique. Donc, j'ai un bac en droit de France ainsi qu'une maîtrise en droit public des affaires. Et là, je termine mon doctorat en fiscalité à l'Université de Montréal. Donc, je suis également professeur à l'ESGUQAM avec Réginald. Donc, moi, mes champs d'intérêt, c'est plus les questions théoriques, d'histoire et un peu de philosophie de l'impôt. Voilà. Philosophie de l'impôt, j'aime ça. Je sens que ça va être intéressant. C'est différent. Oui, parce qu'un des aspects qu'on va discuter dans le podcast, c'est également l'histoire de la fiscalité. Et c'est une des raisons pourquoi Victor va être avec nous sur quelques épisodes. Surprenamment, j'ai déjà discuté de plusieurs sujets avec Victor. Surprenamment, je pense que ça va être plus intéressant que les gens pensent, l'histoire de la fiscalité. Toi, Jerry, tu n'as aucune idée où est-ce qu'on s'en va, mais avec Victor, on a quand même établi certains timelines d'où est-ce qu'on va partir pour arriver jusqu'en 2024. Évidemment, ça ne se fera pas en un épisode, mais c'est assez surprenant d'où ça vient l'impôt, d'où on pense que ça vient. Puis, veut pas, aujourd'hui, on va aussi démystifier certains mythes fiscaux. Pas juste aujourd'hui, mais à travers les épisodes. Puis, pas mal ça comme introduction. À part, avant de rentrer dans les concepts vraiment fiscaux, là, puis les éléments comme ça, juste pour que l'auditoire un peu comprenne à travers quelle perspective on pense au monde des affaires, est-ce que vous pouvez me dire, chacun d'entre vous, un élément qui, à votre avis, a teinté votre perspective, votre vision du monde des affaires dans votre passé? Juste pour qu'on comprenne un peu le prisme par lequel vous regardez la business. Qu'est-ce que tu veux dire par un élément qui aurait teinté? Quelque chose dans ta vie, outre le fait que tu as étudié en comptabilité et ce genre d'éléments-là, quelque chose dans ta vie qui fait en sorte que tu as une perspective un petit peu différente sur le monde des affaires. Ça pourrait être... Moi, j'ai grandi dans une famille, mon père était PDG d'une
immense multinationale, donc j'ai de la connaissance pour ce genre d'éléments-là. Je l'ai déjà mentionné par le passé. Dans mon cas, je viens plutôt d'une famille, on va dire, modeste / ouvrière. Et souvent, j'entendais les gens dire que l'impôt était illégal. Et ça, je sais que ça fait toujours plaisir à Victor quand il entend ça. Donc, que l'impôt était illégal, que le gouvernement essayait de fourrer le monde, que le gouvernement nous volait, etc. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre que si c'était vrai, que personne ne faisait rien. Je me disais, ça peut pas être vrai et que personne ne fait rien. Donc, je préférais étudier le sujet, rentrer dans le sujet et tout, puis je trouve ça hyper passionnant, la fiscalité, pour finalement arriver à la conclusion que non, ce n'est pas illégal. Puis, mais est-ce que le gouvernement nous vole? Tout dépend des perspectives. Je vais dire que non, techniquement, il ne nous vole pas. Mais ça reste que quand on va regarder l'origine de l'impôt, d'où est-ce que ça vient, bref. Ça, c'est sûr que ça l'a teinté. De mon côté, j'ai toujours travaillé pour le contribuable. Donc, je ne suis pas... j'ai jamais travaillé pour le gouvernement ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça va teinter un petit peu, ça va me donner un petit billet que je vais être plus en faveur du contribuable que de l'ARC, mais je reconnais que les auditeurs des administrations fiscales ont un travail difficile, important, qui est difficile, qui n'est pas facile, surtout de la manière qu'ils sont perçus par le public, puis quand ils vont dans une entreprise ou même chez quelqu'un pour l'auditer, c'est pas plaisant. Donc, je suis quand même conscient de cet aspect-là de leur travail. Victor? Moi, j'ai un peu une vision inverse, mais probablement un peu naïve. Outre la vision, qu'est-ce qui a teinté ta vision dans ta vie? C'est la question. Je pourrais te dire la lecture de Karl Marx, mais... OK, lecture de Karl Marx. Du marxisme, non, mais beaucoup de philosophie. Donc, c'est sûr que, ayant une perspective beaucoup plus philosophique, et étant plutôt à gauche, j'ai une lecture plutôt critique du monde des affaires. Et souvent, un peu naïf, souvent on va beaucoup s'écharper avec Réginald sur ça, étant davantage plutôt en faveur des administrations fiscales. Mais de plus en plus, grâce à Réginald, ma position peut un peu avancer. Je comprends que c'est quand même d'un point de vue théorique, mais qu'est-ce qui tu penses dans ta vie, puis là on va arrêter vite, là, parce qu'on va pas passer 30 minutes sur ça, à teinter ta vision à gauche? Parce que tu aurais pu lire Karl Marx et être en désaccord. Si je dois être honnête, je pense qu'il y a en partie mon origine familiale. Souvent, mes parents étaient plutôt à gauche. Moi-même, du coup, je pense que j'ai été un peu influencé là-dedans. Puis, je pense qu'il y a un peu une volonté de me distinguer. J'ai été dans un milieu qui était... Mes parents étaient à gauche, mais milieu très à droite. Et donc, je pense que j'avais voulu volonté de me distinguer. C'était un peu l'aspect de rébellion, également. Intéressant. On est allé plus loin, je pensais. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant, Réginald. L'impôt n'est pas illégal. C'est quoi les... Commençons comme ça, parce que je trouve que c'est quand même intéressant pour tout le monde de comprendre. C'est quoi les bases de l'impôt d'un point de vue législatif? Qu'on comprenne. Qu'est-ce que tu veux dire par les bases de l'impôt? Est-ce que l'impôt, c'est juste une règle du pouce? Bien sûr. On s'est levé un matin, on a décidé qu'on imposait les gens. Puis, plutôt l'imposition comme ça. Comment ça commence en L'ARC décide tout ce qui se passe, grosso modo. Elle arrive dans un dossier, puis elle décide combien d'impôts quelqu'un va payer. Oui, évidemment, c'est sarcastique, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Ce n'est pas l'ARC qui décide des lois. L'ARC est là pour appliquer les lois. L'ARC est un peu comme la police. C'est pas la police qui va décider qu'est-ce qu'est la loi, etc. La police est là pour l'appliquer. L'ARC est un peu la police de l'impôt. Maintenant, tout le processus législatif pour adopter une loi, Victor pourrait définitivement mieux l'expliquer de moi, mais c'est Finances qu'on va appeler ça. C'est le ministère des Finances. C'est lui qui va adopter les lois, etc. Puis l'ARC va être là pour les appliquer. Parfait. Donc, si je suis capable de changer ça puis de le dire en d'autres mots un peu, l'ARC est là pour appliquer les lois. Puis en tant que société, le Parlement, donc le gouvernement, c'est lui qui est le responsable de créer les lois, plus précisément le ministère des Finances. Êtes-vous en désaccord avec ça? En résumé, je serais d'accord avec ça. Oui. C'est bon. Puis on dit tout le temps ARC, mais il ne faut pas oublier ARC étant l'Agence du revenu du Canada, mais on a un équivalent au Québec qui est l'Agence du revenu du Québec. Mais quand on nomme ARC, on inclut également Revenu Québec. On ne vous oublie pas Revenu Québec. Puis peut-être, là où il faut faire attention, c'est que Finance vraiment va concevoir la législation fiscale, mais ce n'est pas eux qui vont l'adopter. Toujours le Parlement qui va discuter, adopter les lois. Alors, bien sûr, souvent, vu que la fiscalité, c'est un peu un privilège gouvernemental, il y a assez peu de remise en question une fois que c'est au Parlement. Donc souvent, la loi qui va être conçue par Finance va souvent être adoptée presque comme telle par le Parlement. Concrètement, si on n'est pas d'accord avec des lois fiscales, on peut voter. Notre vote compte pour changer la loi de l'impôt, si je comprends bien.
Ben, pas nécessairement. On ne peut pas voter contre une loi fiscale. Quand il y a une élection, quoi que ce soit, on vote pour un parti. Généralement, le parti va refléter tes idées. Et en reflétant tes idées, il risque d'adopter des mesures fiscales avec lesquelles tu risques d'être en accord. Pas tu risques, mais que tu vas être en accord. Mais sauf que tu ne peux pas littéralement voter sur une loi fiscale. D'un matin, on augmente les taux. Je vote contre, je peux pas. Puis souvent, dans les processus d'adoption de loi fiscale, on va consulter le public. Dans ce cas-là, tu peux manifester ton désaccord. Et donc c'est assez courant, pas tant par le travail parlementaire, mais davantage par les consultations publiques, qu'un projet de loi fiscale soit par la suite modifié à la suite des consultations publiques. Ou même, tu peux même envoyer une lettre à ton député ou directement à Finance. OK. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va retourner... je vais nous retourner tous vers le droit chemin. Premier mythe qu'on voudrait démystifier ou parler. Allons-y. Je vais jouer le rôle un peu de ce que j'entends souvent. Puis ça, c'est honnêtement, je l'ai entendu toute ma vie, même par un professeur d'économie dans ma vie, croyez-le ou non. Quand on gagne plus d'argent, notamment en faisant des heures supplémentaires, on paye plus d'impôts, donc ça ne vaut pas nécessairement la peine. La dernière partie de ta question est importante. Oui, on est dans la période des impôts. On est en avril. On entend souvent parler, les gens font leur impôt, réalisent à quel point ils ont fait de l'argent ou à quel point ils ont de l'impôt à payer. Et souvent, on entend ça. Je ne ferai pas d'heures supplémentaires parce que je vais payer plus d'impôts. Et il faut faire attention, il faut nuancer comment c'est fait. Puis la deuxième partie, c'est ça qui est super important quand tu dis que ça ne vaut pas la peine. Le système fiscal ne va pas faire en sorte que si tu génères $1 de plus de revenus, que tu vas payer $1,50 par exemple d'impôts. Il n'y a pas de moment où tu payes plus d'impôts que l'argent que tu fais. Comment le système fonctionne, il est progressif au Canada et au Québec. Dans le fond, tu n'es pas imposé directement sur ton heure supplémentaire. C'est pas comme, OK, j'ai fait une heure de plus supplémentaire, fait que dans la braquette fiscale, soudainement, là, mon taux il est à 50 %. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est imposé sur nos revenus pour l'année. Fait que c'est sûr qu'en faisant des heures supplémentaires, à la fin de l'année, ton revenu est plus élevé et ça se peut que tu changes de braquette fiscale, de palier fiscal. Et donc ça, oui, ça se peut augmenter ton taux d'impôt sur ce palier-là. Parce que c'est important, je vais dire au Canada, mais ça inclut le Québec, on a un système d'imposition progressif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, on a différents paliers au Canada, au Québec, et il y a des taux d'imposition qui s'appliquent pour chaque palier. Par exemple, pour 2023, si on prend de 18 000 à 49 000, le taux d'imposition combiné va être autour de 27,5 %. Après ça, quand on va de 49 à 53 000, le taux va augmenter à 32 % et ainsi de suite. Fait que notre taux d'imposition est par palier. Mais c'est uniquement ce palier-là qui est imposé à ce taux-là. Je vais faire ça simple. Admettons que j'ai un revenu de 100 $, par exemple. Je vais dire, bon, ben, les premiers 40 $ vont être imposés à, je donne des taux aléatoires, 25 %. De 40 à 60 $, cette tranche-là de 20 $ va être imposée à 30 %. De 60 à 80 $, cette tranche-là va être imposée à 35 %. Et ainsi de suite. Fait que c'est chaque palier d'imposition qui est imposé à un certain taux. Mais ce n'est pas à partir du moment où, par exemple, OK, j'ai fait 80 $, tout mon revenu est à 35 %. Non, pas du tout. Mes premiers 40 $ restent à 25. Après ça, de 40 à 60, je reste à 30. De 60 à 80, je suis à 35. Alors, en faisant des heures supplémentaires, on a un revenu additionnel. Fait que ça se peut que ton revenu passe, par exemple, de 60 à 65 $. Donc, oups, ce palier-là va être imposé à un plus gros taux. Mais ce n'est pas nécessairement l'heure supplémentaire qui, elle, est imposée à un plus gros taux qui t'enlève tout. Comment ça, alors que des fois, puis là, je l'entends souvent. Oui. Je ne vais pas faire d'heures supplémentaires parce que, par exemple, je vais travailler 5 heures, je suis censé avoir 100 $ dans mes poches, je fais 20 $ de l'heure, mais il m'en reste moins même sur mon chèque de paye que j'avais avant. Donc, je gagne 500 $ normalement, je fais 100 $ de plus cette semaine. Tout à coup, à la place de... Avant, il m'en restait, on va dire, 300. Dorénavant, il m'en reste 275, 280. Est-ce que ça... J'ai entendu ce commentaire-là. Personnellement, je ne suis pas nécessairement d'accord, mais qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Ben là, on peut regarder les personnes, des fois, là, c'est déjà le monde dit, j'ai mon slip de paye pour le prouver. C'est possible que la personne fasse des heures supplémentaires puis que sur son slip de paye, dans sa paye nette, il en reste moins, statistiquement, je dis au prorata, il en reste moins que ça n'avait pas fait d'heures supplémentaires. Et là, on dit, ben voyons, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, j'ai la preuve, voici mon slip de paye, c'est indiqué.
Qu'est-ce qui explique ça? Ce n'est pas l'impôt qui explique ça. Ça se peut qu'il y ait des retenues d'impôts additionnels qui ont été faites sur ta paye. C'est sûr, en fait, qu'il y en a eu. En vue de l'impôt que tu allais payer à chaque année. Parce qu'il ne faut pas oublier, sur sa paye qu'on soit à chaque 2 semaines ou à chaque mois ou à chaque semaine, c'est des retenues d'impôts qui sont faites. Mais c'est seulement au mois d'avril, mars-avril, qu'on va déterminer quel est l'impôt payable. Donc, au cours de l'année, quand tu fais ton 100 $, par exemple, de salaire, l'employeur est obligé de retenir de l'impôt. En vue de quand tu vas faire tes impôts, que quand tu arrives et que tu as de l'impôt à payer, bien là, on va comparer avec tes retenues. Et s'il n'y a pas eu assez de retenues, tu vas avoir un solde à payer. Et si tu as eu trop de retenues, tu vas avoir un remboursement. Donc, un remboursement d'impôt, c'est pas que tu ne payes pas d'impôt. C'est que fort probablement, tu en as trop payé dans l'année. Et que là, on te le rembourse. Alors, quand on fait des heures supplémentaires, ce qui arrive, il y a plusieurs employeurs qui vont faire une retenue d'impôt plus importante. Donc, ça donne l'impression qu'on a eu plus d'impôts prélevés. Mais c'est juste une retenue. Si à la fin de l'année, tu n'as pas changé de braquette ou quoi que ce soit, tu devrais te le faire rembourser. Et l'autre chose aussi, c'est qu'est-ce qui explique la paye brute? Ça, c'est le montant, là, si on prend notre taux horaire fois notre nombre d'heures, ça, c'est notre paye brute. Notre paye nette, c'est moins toutes les déductions et tout ce qu'ils ont retenu. Il n'y a pas juste de l'impôt là-dedans. Il y a aussi des déductions à la source, notamment RQAP, RRQ, Assurance Emploi, qui sont les 3 principaux qui sont toujours là. Mais il peut en avoir d'autres, que ça soit syndicats, que ça soit, et là, je sympathise avec nos travailleurs de la construction. Vous avez plusieurs associations aussi qui viennent un petit peu piger là-dedans, et etc. Donc, les travailleurs de la construction, souvent, eux, vont voir leur chèque de paie diminuer de moitié et plus. Mais faites attention, ce n'est pas de l'impôt qu'on vous prélève. C'est des associations, etc. pour ce que ce soit je ne vais pas dire CNSST, mais je pense parce que je ne veux pas les nommer, etc. Mais il y a d'autres associations qui viennent enlever, que ce soit pour le fonds d'assurance médicaments, assurance dentaire, syndicale, et etc. Fait que c'est tout ça aussi qui est enlevé. Et des fois, dans les déductions à la source, RRQ, RQAP, Assurance Emploi, quand vous faites des heures supplémentaires, l'employeur va en retenir un peu plus aussi de ceux-là, question qu'ils soient payés plus vite, vu que ça, il y a un maximum. Fait que c'est ces éléments-là qui vont expliquer qu'au prorata, je fais des heures supplémentaires, il m'en reste moins dans mes poches. Mais ce n'est pas nécessairement la faute de l'impôt. Ici, Victor va être content, je défends l'impôt un petit peu. Fait que c'est ça. Fait que ce n'est pas nécessairement la faute de l'impôt. C'est tout ce qui peut venir avec ce qu'on appelle les déductions à la source. Tu as parlé d'énormément d'affaires, notamment impôts, déduction à la source, syndicats, remboursement d'impôts à la fin de l'année. Si ça ne te dérange pas, on va juste faire une petite précision, un petit zoom que je préfère appeler sur à la fin de l'année, pour aider nos comptables en ce moment, là, qui doivent expliquer à tous leurs clients pourquoi ils ont un remboursement, pourquoi ils ont de l'impôt à payer. À la fin de l'année, c'est pas là qu'on paye de l'impôt? Ben, déjà expliquer le remboursement versus l'impôt à payer, un bon petit truc que j'ai appris dans l'UC, puis là, je dévoile les secrets des comptables. Quand un contribuable a à payer de l'impôt, c'est de la faute des administrations fiscales. Et quand un client a un remboursement, c'est grâce au comptable. Fait qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la manière de dire ça, quand vous êtes un bon comptable, si votre client a un remboursement d'impôt, hey, regarde, j'ai fait tes impôts, je suis allé chercher tes déductions. Aujourd'hui, je t'ai eu un remboursement de X milliers de dollars. Vous comprenez? Et lorsque le client a de l'impôt à payer, pour que ça passe mieux, écoute, je t'ai allé chercher le maximum de tes déductions, etc., mais le gouvernement te réclame un impôt. Il te réclame encore des milliers de dollars. Fait que quand il y a de l'impôt à payer, c'est la faute du gouvernement, puis quand il y a un remboursement, c'est grâce au comptable. Ça, c'est un petit truc. C'est bonbon comptable. Ça, c'est un petit truc pour les comptables. Pour question de mieux faire passer la facture après. Maintenant, sur quel point exactement est-ce que tu aimerais que je revienne en premier? Ben, personnellement, j'entends souvent, fin d'année de l'imposition, j'ai à payer de l'impôt. La nuance entre payer de l'impôt à la fin de l'année puis les DAS. C'est ce que je considère, je trouve que c'est mal compris. Effectivement, les DAS ne sont pas nécessairement, puis là, Victor pourra me corriger à savoir ce qu'on appelle ça de l'impôt. Bon, moi, personnellement, j'appelle ça des déductions à la source. Les déductions à la source qu'on pense, par exemple, je vais parler des 3 principaux, RRQ, RQAP, Assurance Emploi. Ce sont des choix sociétals, on va dire, sociétaires, peu importe, qui ont été faits avec le temps de dire, ben écoutez, à la fin, pour la retraite des Québécois, etc., on va créer un compte. Il y a aussi ça au Canada, la RPC, le Revenu de pension du Canada, au Québec, Régime des rentes du Québec. On va faire un choix, on va obliger tous les travailleurs, ainsi que les employeurs, à prélever un montant sur la paye qu'on va aller mettre dans
un fonds de retraite commun sur au Québec, là, la Régie des rentes du Québec, pour s'assurer que quand quelqu'un va aller à la retraite, on soit capable d'y verser un salaire, un montant minimum, pas un salaire, mais un revenu minimum. Maintenant, fait que ça, c'est pour la RRQ. RQAP, Régime québécois d'assurance parentale, même chose, ça a été un choix qu'on a dit, quand quelqu'un part en congé de maternité, paternité, on va être capable d'y verser un revenu. Donc, on demande à l'ensemble des travailleurs, autant l'employeur que l'employé, de cotiser dans un fonds pour la RQAP. Et quand quelqu'un tombe en maternité, paternité, on lui verse son montant. Et l'assurance emploi, même chose, c'est pas même chose, mais plutôt un autre objectif, mais celui-là est le régime fédéral et non au Québec. Et là, c'est l'assurance chômage, en fait. Fait que si quelqu'un perd sa job, va au chômage, il peut avoir un revenu pendant un certain temps, en fonction de combien ce qu'il faisait, etc. On dit, tout le monde cotise ensemble à l'assurance emploi, de sorte que si quelqu'un perd sa job, on est capable d'y verser un revenu. Fait que c'est tous des choix de société qu'on a fait. On peut être pour ou contre. Ceux qui n'en bénéficient pas, généralement, sont contre. Ceux qui en bénéficient, généralement, sont pour. Ça fait partie de la game. Donc, je comprends bien, il y a l'impôt d'un bord qui est grosso modo ce qu'on donne au gouvernement à la fin de l'année, ce que je ne vais pas appeler fixe, mais c'est de l'impôt. On comprend tous que ça va pour payer nos routes, d'autres trucs. Je ne sais pas si ça va pour les routes, parce qu'on pourrait s'en parler longtemps. Système de santé, système d'éducation. Système de santé aussi, on pourrait en parler longtemps. Mais en plus de ça, on a les DAS. Ça, d'un bord, c'est de l'assurance emploi au chômage. Si jamais je perds mon emploi, c'est de l'assurance, grosso modo. Je paye une assurance. Assurance, si jamais j'ai un enfant, je peux avoir un revenu. Puis un troisième point, je prévois un peu d'argent pour ma retraite en payant le RRQ. Je le vois souvent sur les réseaux sociaux, en passant, puis je ne sais pas si on devrait faire une parenthèse sur ça. Corrige-moi si tu ne veux pas la faire. Vas-y. Le RRQ, c'est un bon investissement. C'est une question de perception, dans le sens que moi, personnellement, je crois pas que les gens économiseraient. Tu sais, oui, il y a les REER, qui est comme le REER, le même principe que la RRQ. C'est juste que c'est sur contribution volontaire, etc. Et on voit les articles qui n'arrêtent pas de passer, que les Québécois ne mettons pas assez de côté pour notre retraite. Fait que la RRQ, dans ce moment-là, je dis que c'est un bon investissement dans le sens qu'au moins, on a un revenu minimum. Par contre, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient dire, oui, mais je préfère avoir cet argent-là et la gérer comme je veux? Ça, c'est l'autre argument. Donc, est-ce que c'est un bon investissement? Je pense que ça dépend de ce qu'ils font avec. Pour l'instant, là, avec tous les baby boomers, etc., qui vont à la retraite, c'est les plus jeunes qui sont pognés pour payer. Il n'y a pas assez d'argent, fait qu'on augmente les cotisations. Je vais me mettre un commentaire éditorial. C'est un peu plate parce que les boomers, dans le temps qui étaient une méchante gang, ils savent depuis les années 80-90 qu'on n'en a pas assez d'argent. Puis pourtant, ils n'ont pas voulu augmenter leurs cotisations. Puis là, ils arrivent à leur retraite, ils sont comme, OK, les jeunes, travaillez pas augmenter les affaires. Je suis comme, les guys, vous auriez pu, dans le temps, vous ajuster, mettre un peu plus que nous autres, on n'avait pas autant de pression. Mais ça, j'adore les questions sociétales. Puis là, je vais... C'est ça. Victor, qu'est-ce que t'en penses du dernier argument? Sur le RRQ spécifiquement. Il y a beaucoup de trucs qui se sont dit. Déjà, je vais revenir sur la distinction justement entre ces contributions et l'impôt. Ces contributions, en fait, c'est un système qui est assurantiel. Il y a une contrepartie derrière. Donc, effectivement, quand on cotise, techniquement, on achète un droit à percevoir quelque chose. Bien sûr, ce qui va déclencher ce droit est aléatoire, par exemple pour le chômage. Mais là, après, c'est plus une question en fait, de comptabilité publique. C'est le problème, c'est que techniquement, les gens qui ont mis l'argent à cette époque-là vont le recevoir. Le problème, c'est qu'il va y avoir en fait un trou d'argent. Donc, il va falloir emprunter. Donc, c'est le problème. C'est plus un problème de prévision que de système. Oh, effectivement. C'est pas le système. Je suis d'accord avec ça. Ce que je veux dire, c'est que dans le temps, il aurait pu augmenter les taux. C'est de prévoir que, quand on va tout aller à notre retraite, il va falloir qu'il y ait plus de cash dans la caisse. Puis plutôt que d'augmenter les taux parce qu'ils ne voulaient pas, eux, payer plus, ils ont laissé ça à la génération future. Puis là, la génération future, comme oui, mais vous auriez pu. Fait que, non, là-dessus, je pense qu'on est sensiblement d'accord. On risque de se faire canceller, c'est bien. Premier épisode. Cancellé par qui? Si les jeunes vont être d'accord avec nous autres, je vois pas c'est quoi le problème, là. Mais, ça, fait que pour revenir au DAS, juste quelques données intéressantes. Avant qu'on rechange, le taux d'assurance emploi en 2024, c'est 1,32 % du salaire brut pour un travailleur, donc un employé, sur un maximum de 63 200. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que l'assurance emploi s'applique seulement sur les premiers 63 200 $ de salaire. Si votre salaire est plus élevé que 63 200 $, vous ne payez plus d'assurance emploi. Et vous payez 1,32 %. Donc, ça équivaut à 834 $ en 2024, là, cette année. Mais votre employeur, lui,
paye 40% de plus. Donc, lui, et ça, c'est pas sur votre paye, ça, c'est vraiment lui, par ailleurs, doit faire un autre chèque de 834 fois 1,4, donc 1167 pour les mêmes 63 200 de salaire. Et après ça, ben, il ne paye plus. Il y a une exception pour ne pas payer l'assurance emploi. Ben, il y en a plus qu'une, mais la plus importante, celle qu'on ne parle pas souvent. Si vous êtes propriétaire d'actions d'une société dans laquelle vous travaillez et que vous détenez plus de 40% des actions avec droit de vote, vous avez le droit de demander une exception, c'est tout simplement de cocher, demander à votre système de paye de cocher et de ne pas qu'on vous retienne d'assurance emploi. Et pour ceux qui veulent avoir des références, c'est l'alinéa 5, entre parenthèses 2, B, de la loi sur l'assurance emploi. Donc, qui va comme suit. L'employé d'une personne au service d'une société, si cette personne ne contrôle plus, contrôle plus de 40% des actions avec droit de vote de cette société, elle est exemptée d'assurance emploi. Ça, c'est ce que j'avais à dire pour l'assurance emploi. RRQ, en 2024, le maximum qu'un employé va payer, c'est 4 348 versus un travailleur autonome qui va payer 8 696 On va revenir pourquoi après là-dessus. Et bon, la RAQ, c'est pour les personnes de 18 ans et plus et dont les revenus sont supérieurs à 3 500 de base. Le taux de cotisation est de 10,8 mais il est réparti également entre l'employé et l'employeur. Donc, par exemple, et le salaire maximum, ben là, c'est 68 500. Après ça, c'est un autre taux qui s'applique qui va jusqu'à 73 200 Donc, sur ces revenus-là, on va faire ça simple, vous payez un employé paye à peu près 5 de RRQ qui est retiré sur sa paye, et l'autre 5 c'est l'employeur qui doit faire un chèque. Fait que ça, c'est pour la RRQ. Il n'y a pas vraiment d'exception pour celle-là. Oui, que vous devez la payer. Pourquoi c'est plus élevé pour un travailleur autonome? On va venir tout de suite après, puis on va régler aussi la RQAP. Et du côté de la RQAP, lui, c'est un taux de 0,494 pour l'employé et un taux de 0,692 pour l'employeur. Et c'est un maximum assurable jusqu'à 94 000 Donc, jusqu'à 94 000 vous payez de la RQAP. Pour l'employé, ben, c'est à peu près 464 en 2024. Pour l'employeur, ça va être autour de 700 dollars de mémoire, autour de 700 Plusieurs éléments à sortir de ça. Souvent, on dit que les employeurs devraient payer plus, les employés, etc. Jamais oublier que là, on parle juste d'assurance emploi, RQAP et RRQ. Si un employeur veut augmenter le salaire d'un employé, c'est pas juste, exemple, de 1 de l'heure. Ça ne coûte pas juste 1 Ça lui coûte aussi toutes ces cotisations, comme ces déductions-là, assurance emploi, RQAP, RRQ, sont toutes des charges qui s'ajoutent au 1 de plus de la CNESST, tout dépendant du secteur, tout dépendant si c'est sécuritaire, etc. Fait que ça coûte plus que 1 Ça, c'est quelque chose que, des fois, on ne pense pas de dire, là, il a augmenté d'une pièce de l'heure, il ne verra pas. Faites attention. Tout dépendant aussi des syndicats, des régimes d'assurance médicaments, etc. Si c'est payé par l'employeur, etc., ça peut aller jusqu'à 1,50 jusqu'à 2 piastres même pour l'employeur pour chaque dollar de plus. C'est quand même quelque chose à considérer quand on demande une augmentation. Et pourquoi, tantôt, j'ai dit les travailleurs autonomes, la RRQ et la RQAP sont plus élevés? C'est parce que quand tu es travailleur autonome, tu es employé et employeur en même temps. Tu travailles pour toi-même, tu n'as pas d'employeur. Fait que tu te retrouves à payer la portion employé et la portion employeur. Ça réduit ton impôt, par ailleurs. Sans rentrer dans le détail, là, ça te donne une déduction dans ton revenu additionnel. Ça réduit ton impôt, mais ça ne change pas que tu as un chèque à faire. Donc, et RRQ et RQAP, vous aurez remarqué une ressemblance entre les deux. Il y a la lettre Q dedans. Ce sont des régimes du Québec. D'où la raison pourquoi les travailleurs autonomes, on va faire un autre épisode sur les travailleurs autonomes, la première fois qu'ils font leur impôt, ils ont un gros chèque à faire au Québec. Généralement, ce n'est pas un gros chèque d'impôt. Oui, c'est Revenu Québec qui génère tout ça, qui gère tout ça, mais ce n'est pas nécessairement de l'impôt. C'est la RQAP et la RRQ. Parce que vite comme ça, on parle de un peu plus de 1% pour la RQAP et 10,8%, donc presque 11%. Fait qu'on est à 12-13% de ton revenu brut qui doit être envoyé au Québec quand tu es travailleur autonome en fin d'année. Fait qu'à mettons, tu as fait 100 000, grosso modo, tu as un chèque d'à peu près 12 000 à faire Revenu Québec, sans compter d'impôt, juste en déduction à la source. Fait que c'est pour ça que l'impôt du Québec est souvent beaucoup plus élevé pour le travailleur autonome au Québec versus le fédéral.
mais ce n'est pas de l'impôt, c'est les déductions à la source. Mais c'est pas plus plaisant à payer, je suis d'accord. OK. Donc, si je fais un petit résumé des quelques dernières minutes, en plus de l'impôt sur mon chèque de paye, je paie des déductions à la source. Ouais. Qui coûtent quelques pourcentages. Normalement, c'est de l'assurance emploi, du RRQ puis du RQAP. Mhm. Les travailleurs autonomes, eux, en plus du taux normal que tout le monde paye, ils doivent payer un peu plus parce que la plupart du monde, normalement, ceux qui ont des chèques de paye, l'employeur doivent également contribuer à ces mêmes régimes-là pour l'employeur. Donc, le travailleur autonome, lui, doit payer plus que le double que les autres. Il doit payer plus, oui. Puis, c'est pas pour rien aussi que là, puis en ce moment, on peut en reparler, mais le Globe and Mail a sorti un article que justement, la RC commence de plus en plus à attaquer ça. Les employeurs, veulent pas, comme on disait, eux, ils ont des cotisations employeurs à payer, ça coûte cher. Donc, ils proposent aux employés de dire, ben écoute, mets-toi comme travailleur autonome. Tu vas avoir plus de dépenses, ça va être plus facile, etc. Puis, eux, en fait, c'est qu'ils transfèrent le fardeau à l'employé qui a fait une année. Fait comme, ça coûte cher. Puis si vous faites vérifier par Revenu Canada, ça se peut que vous ayez une belle surprise aussi, puis qu'ils considèrent que vous n'êtes pas travailleur autonome, mais vous êtes employé. Même si vous avez un contrat qui dit que vous êtes travailleur autonome, ça ne veut rien dire. Ils vont examiner les faits. Ça va être un autre... Ça va l'objet d'un épisode complet. Qu'est-ce qu'un employé versus un travailleur autonome? Mais c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs éléments par rapport à ça. Bien faire la distinction entre impôt, déduction à la source et même taxe à la consommation, qui est un autre type d'imposition, mais sur les biens et services en fonction de l'utilisateur-payeur. J'achète du papier, j'achète une table, je vais payer des taxes, etc. Parfait. On va... Dernier segue, ou dernier élément, tu as mentionné vite, si j'ai une société puis que je reçois un salaire, je peux être exempté d'assurance emploi si j'ai plus que 40% des votes. Ouais. Parfait, j'ai pas besoin de payer ça, mais ça m'amène au deuxième concept. Si j'ai une entreprise, donc si j'ai pas une entreprise, mais si j'ai une entreprise qui est gérée par une société, comment ça fonctionne l'impôt dans ce genre de contexte-là? Souvent aussi, un autre mythe qu'on entend, c'est je vais me créer une société, ça va me coûter moins cher d'impôts. Je nuance ces propos-là, parce que ça dépend. Il y a ce qu'on appelle, au Québec, au Canada, le principe d'intégration. Le principe d'intégration, sommairement, c'est un concept fondamental du régime canadien qui vise à s'assurer qu'une personne qui reçoit un salaire, ultimement, soit imposée de la même manière qu'une personne qui reçoit un dividende d'une société. Qu'est-ce qu'un dividende? Un dividende, c'est la distribution des profits d'une société. Fait que, je vais faire un exemple, je vais arriver avec des chiffres, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Quand on parle de principe d'intégration, bon, que j'ai, par exemple, Jerry, qui reçoit un salaire d'une société, 100 $, à la fin, la société Jerry devrait avoir payé le même impôt que si Jerry était propriétaire de la société paye de l'impôt, elle distribue ses profits sous forme de dividendes, parce que c'est comme ça qu'on distribue les profits d'une société, à Jerry, puis que je compare l'impôt payé par la société et sur le dividende, et que je compare Jerry si c'était versé un salaire qui équivalent à peu près au même montant, je devrais payer le même impôt. Et c'est ça qu'on appelle le principe d'intégration. Petit exemple chiffré, ça va aider? Avant d'arriver à l'exemple chiffré, petite précision, là. Vas-y. Pour avoir le bénéfice de pouvoir s'incorporer, on s'entend qu'on ne doit pas être un employé. On peut nuancer ces propos-là, on pourra parler d'autres principes. En ce moment, il y a beaucoup d'employés qui c'est ça qui s'incorporent, c'est un gros problème, là, mais non, je préfère que tu reformules ton exemple. OK. Donc, normalement, quand j'arrête d'être employé ou que je ne suis pas employé puis que j'ai une entreprise proprement dit, j'ai le choix d'opérer mon entreprise à travers une société. Quand tu as oui, tu as le choix de le faire comme travailleur autonome ou de le faire. Quand tu as une entreprise, en fait, ça, c'est un bon point que tu amènes. C'est quoi une société ou ce qu'on appelle aussi une compagnie? Déjà, compagnie, techniquement, le terme n'est plus adéquat. En anglais, c'est company. En français, c'est une société. Gaulois 96, non, c'est une joke. C'est pas. Enfin, en français, on dit une société. Et dans le fond, quand on a une entreprise,
c'est qu'on fait une activité commerciale dans le but de vendre des biens ou un service. Maintenant, comment est-ce qu'on va exploiter cette entreprise-là? Le véhicule juridique qui va être utilisé. C'est ça qu'on a le choix. On peut être travailleur autonome. Travailleur autonome, qu'est-ce que c'est? Ben, demain matin, je n'ai pas besoin de rien faire. Demain matin, je me mets à fabriquer des tables, je vends des tables, je vais chercher mes numéros de taxes. C'est Reggie qui vend des tables. Bon, s'il arrive quoi que ce soit, c'est moi qui est responsable personnellement, etc. Ma maison peut y passer, tout. Ça, c'est travailleur autonome. C'est juste moi, c'est Reggie, il n'y a personne d'autre que moi. L'argent qui rentre m'appartient et je m'impose sur mes profits dans mes revenus personnels. Je peux exploiter une entreprise à travers une société. Une société, c'est une personne morale distincte. Donc, c'est vraiment comme mettre un bébé au monde, mais c'est un bébé juridique, c'est fictif. Donc, une société, dans le fond, c'est elle qui va exploiter l'entreprise. Et moi, en tant qu'individu, en tant que particulier, je vais avoir des parts, je vais avoir des actions dans cette société-là. Donc, je suis propriétaire d'un titre de propriété dans l'entreprise, dans la société, qu'on appelle des actions. Mais c'est la société qui exploite l'entreprise, c'est elle qui engage des dettes, c'est elle qui achète des choses, c'est elle qui fait des revenus, c'est son compte de banque et c'est elle qui s'impose sur les revenus. Donc, c'est bien important, quand on a une société, il y a une distinction. On a l'être individu, on a la société. Et ça appartient à la société. Souvent, les gens vont se créer une société et vont dire « c'est mon argent ». C'est pas ton argent. Même si tu possèdes 100% de la société, c'est l'argent de la société. Fait que si tu veux Attends, je peux la prendre quand je veux. Oui, tu peux la retirer quand tu veux. C'est mon argent. Mais il faut que tu t'imposes sur un salaire ou un dividende. Tu peux pas juste la reprendre puis pas payer d'impôt dessus. Tu vas avoir une très mauvaise surprise lors d'un audit. Ça sera pas le fun. Fait que l'argent appartient à la société. C'est pas ton argent, elle appartient à la société. Tu peux la retirer si tu veux et la mettre dans tes poches. Mais à ce moment-là, c'est un salaire ou un dividende. Pour garder ça simple, puis quand on sera rendu au 28e épisode, on rentrera dans d'autres planifications. Mais salaire ou dividende. Et c'est ça. Et le principe d'intégration, c'est de s'assurer que tu reçoives un salaire ou un dividende, quand on considère l'impôt de la société et de l'individu, il soit le même. Mais le principe d'intégration fonctionne quand on regarde les taux maximum. Je parlais tantôt qu'il y avait plusieurs paliers d'imposition. Au Québec, et là, on va tout de suite démystifier un autre mythe. Au Québec, le taux d'imposition maximum, c'est 53,31 % sur un salaire, et c'est pour les personnes qui font plus de 235 000 $. Donc ça, c'est un autre mythe qu'on voit tout le temps du monde qui font 40, 50, 80 000, qui est à peu près la moyenne canadienne, et qui disent qu'on est imposé à 50 %. Non. Pour être imposé à 50 %, c'est sur les revenus supérieurs à 235 000 $. Je n'ai pas les statistiques de combien de personnes sont à 235 000 $. Mais si je regarde il y a un an ou deux, quand le gouvernement du Québec avait envoyé 500 $ à tous ceux qui faisaient en bas de 100 000, 94 % de la population du Québec a reçu 500 $. Donc, 94 % de la population du Québec fait en bas de 100 000. Donc, 235 000, on parle peut-être de quoi? 1-2 % de la population qui est rendue là, que vraiment, eux peuvent dire que oui, leur taux d'imposition va être de 53,31 % sur leur salaire, qui excède, sur le montant qui excède 235 000, purement d'impôt qui va être à 53, plus les autres déductions à la source qui vont s'appliquer dessus. Par contre, quand on reçoit un dividende, ça c'est intéressant, le taux va être entre 41 et 49 %, j'arrondis ici, les vrais taux c'est 40,11 et 48,70, fait que c'est entre les deux. Faisons l'exemple chiffré sur celui-là. Oui. 100 $ rentrent dans ma société. Parfait. J'opère une entreprise, j'ai une société qui est... Donc, l'argent rentre dans la société, 100 $. Parfait. Pour l'individu, le particulier, on a mis que le taux était progressif. Donc, en fonction des paliers, notre taux d'imposition augmente. Pour la société, par contre, on va faire ça simple encore, il y a 2 taux d'imposition sur le revenu d'entreprise. Ici, je m'attends seulement au revenu d'entreprise. Tu as 12,2 % quand tu es une société privée sous contrôle canadien et que tu fais moins de 500 000 $. 12 % par rapport à 53 ? Pour la société. Mais après ça, il faut que tu leur sortes, parce que l'argent est dans la société et pas dans tes mains. Il faut que tu leur sortes. Quand tu vas leur sortir, tu vas te payer un dividende. Puis ton dividende, tu vas être imposé entre 40 et 49 %. Fait que tu vas revenir à 53 %. C'est ça le but de l'intégration. 100 $, je paye 12 % d'impôt, il m'en reste. Parfait. Donc, on va regarder le principe d'intégration. Faire ça simple au début. Jerry Inc., la société, la Inc.,
parce que d'autres véhicules juridiques, la société de personnes, la fiducie, mais on ne rentrera pas dans celle-là. Jerry Inc. fait 100 $. Elle verse un salaire, j'oublie les déductions à la source, elle verse un salaire de 100 $ à Jerry. Fait que la société, elle, ne paiera pas d'impôt. Pourquoi? Parce qu'elle a un revenu de 100 $ et elle verse un salaire de dividende, un salaire de 100 $. Donc, son profit, c'est 0. Fait que la société ne paye pas d'impôt. Jerry reçoit un salaire de 100 $. On prend le taux maximum, 53,31 %. Fait qu'il reste dans les poches de Jerry 47 $, j'arrondis. Maintenant, on va dire que Jerry, à la place, dit « Ouais, ça me coûte cher personnellement. » Fait qu'à la place, je vais me verser un dividende. Fait que la société fait 100 $. Là, elle ne verse pas de salaire. Donc, la société a un profit de 100 $. Elle paye 12,2 %. Il reste, grosso modo, 88 $ dans les mains dans les mains de la société. Dans le compte de banque de la société, il y a 88 $ après impôt. Jerry se verse 88 $ de dividendes. Eh bien, Jerry va payer un taux de 49 %, 48,70 %, ce qui fait grosso modo un impôt de 43 $ sur 88 $. Il va rester entre les mains de Jerry 45 $. Là, on disait tantôt 47 versus 45, il y a une petite écart entre les deux, parce qu'on est au Québec, mais il ne faut pas oublier au fédéral, ça met le Canada au complet, en fonction des taux provinciaux des fois. On a des petites surprises. Fait que qu'est-ce qui se passe? Sur le même 100 $, si Jerry s'est versé un salaire, il lui reste 47. Si c'était versé un dividende, il lui reste 45 $. Fait qu'il y a un petit écart d'intégration ici de 2 %. Et ça, on a dit que c'était sur les premiers 500 000 quand c'est une société privée sous contrôle canadien. Si ce n'est pas une société privée sous contrôle canadien ou qu'elle fait plus de 500 000, la société va payer sur les revenus de plus de 500 000 un taux de 26,5 %. Mais à ce moment-là, Jerry, toi, ton dividende, plutôt que d'être imposé à 49 %, il va être à 40 %. Fait que ce que ça fait, la société a toujours son même 100 $. Elle paye 26,50 $ d'impôts. Il lui reste 73,50 $. 73,50 $ qui est versé à Jerry sous forme de dividende. Il va payer 40 % d'impôts là-dessus, donc à peu près 30 $. Il va rester dans les mains de Jerry 44 $. Fait qu'en gros, le principe d'intégration fonctionne à peu près avec les taux d'imposition marginaux les plus élevés. Et c'est de s'assurer que quelqu'un qui décide de se rémunérer sous forme de dividende de salaire, ultimement, dans ses mains, il reste le même argent. Ça, c'est avec le taux maximum. Maintenant, où est-ce qu'il peut y avoir des planifications intéressantes pour les gens? On a parlé que c'était progressif. Fait que quand tu te verses moins que le taux marginal, donc 98 % de la population, il y en a qui sont salariés, là, mais ceux qui ont des entreprises, eux peuvent essayer de jouer avec les paliers progressifs. Et là, on a potentiellement un moyen d'aller sauver de l'impôt. Mais encore là, ça prend une analyse, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, ça dépend des besoins de chacun. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, salaire versus dividende, mais ça, on va en parler dans le prochain épisode. Commentaire rapidement, Victor, sur les raisons politiques. Pourquoi est-ce qu'on aurait voulu le principe d'intégration créer de l'intégration? Eh bien, c'est déjà une chose qui va un peu vous surprendre, mais économiquement parlant, les sociétés ne payent pas d'impôts. Parce que ce sont des fictions juridiques. Donc, toujours un individu, en bout de course, qui va payer l'impôt. Et donc, le principe d'intégration, en fait, va partir de ce principe-là que ce sont toujours les individus qui vont payer de l'imposition. Et donc, à la base, la réflexion qu'il y a eu, c'était de dire, du coup, pourquoi on ne supprimait pas simplement l'impôt sur les sociétés? Peut-être plus simple, si les sociétés ne payent pas d'impôts. Le problème de ça, c'est qu'il y a toujours un risque, d'une part, que si l'argent n'est jamais versé à l'actionnaire, que, du coup, l'actionnaire ne paye jamais d'impôts. Donc, on a voulu éviter ça. Donc, on a maintenu l'impôt sur les sociétés pour faire une sorte d'impôt en avance. C'est pour ça que, parfois, on va dire que l'impôt sur les sociétés, c'est un mode de perception de l'impôt des particuliers. Et également, l'autre raison politique qui a justifié ça, c'est de faire du coup, qu'est-ce qui se passe des sociétés qui sont canadiennes, mais qui sont possédées par des étrangers? C'est quand même dommage. Si on ne faisait pas d'impôt sur les sociétés, cet argent-là, il filerait dans des États étrangers. Donc, ce sont en fait les deux principales raisons qui ont fait en sorte qu'on a conservé l'impôt sur les sociétés au Canada. Fait que les sociétés payent de l'impôt. En fait, c'est plus, on pourrait presque parler d'un acompte provisionnel, d'une certaine manière. C'est qu'en fait, elles vont payer en avance. Tu ne payes pas d'impôt, avec ça. D'un point de vue économique.
et d'un point de vue économique. C'est qu'en bout de course, celui qui va assumer l'impôt, c'est toujours l'individu. Là où c'est un peu critiquable sur le principe d'intégration, c'est que le principe d'intégration part du principe que celui qui va supporter l'impôt sur les sociétés va être l'actionnaire. Or, en vrai, celui qui va supporter l'impôt sur les sociétés, c'est pas forcément l'actionnaire. Ça peut être plein de personnes. Genre l'impôt sur les sociétés, ce qu'on va appeler la répercussion de l'impôt. C'est pas parce qu'une personne paye un impôt que cette personne-là va supporter l'impôt. Et donc, une société peut par exemple répercuter l'impôt sur les sociétés sur le coût, sur ses biens, et donc sur les consommateurs. Ça peut également jouer sur ses intrants. Elle va moins rémunérer pour payer sur ses intrants, et également sur ses employés. Et donc, pas forcément sur les actionnaires. Mais le principe canadien part du principe que l'impôt sur les sociétés va être répercuté vers l'actionnaire. Mais c'est brisé parce que si je pense que, d'un point de vue économique, notre objectif de société, c'est d'imposer les individus dans la société, en payant de l'impôt, la société lui reste moins d'argent, comme tu disais, pour investir, pour payer ses employés. Donc, cet impôt-là, c'est pas super efficace. En vrai, c'est plutôt c'est plutôt l'inverse. C'est que, comme on l'a vu, l'imposition des sociétés par rapport à l'imposition des particuliers, elle est bien inférieure. Donc, une société a une capacité d'investissement qui est bien plus élevée. C'est souvent d'ailleurs un peu ça le deal de la société. Mais quand tu dis que la société ne paie pas d'impôt, je reviens là-dessus parce que je ne suis pas nécessairement d'accord. En fait, la manière que tu veux le dire, c'est que quand tu regardes ça, la société, elle tient compte de l'impôt dans le prix de ses produits et services. Donc, indirectement, c'est le consommateur qui va payer son impôt. C'est plus dans le sens que les sociétés, c'est une fiction juridique. Tu ne dînes pas avec une société. Tu peux pas aller en date avec une société. Tu vas en date avec des personnes. J'avais dit que ça fonctionnerait pour moi puis lui. Et donc, vu que c'est une fiction juridique, in fine, ceux qui vont supporter en fait les conséquences économiques, ceux qui vont en fait se restreindre, ça va être toujours en fait des individus en bout de course. Mais encore une fois, c'est vraiment d'un point de vue économique. Je suis d'accord d'un point de vue légal. Une société, c'est une personne morale et elle va payer son impôt en tant que telle. Oui, économique, j'aimerais quasiment envie de dire une perception philosophique. Presque. Mais parce que je comprends où tu veux en venir. Ça demanderait facilement 1 heure, 2 heures de discussion et d'élaboration. Personnellement, je crois que je comprends ce que tu dis, mais ce que je comprends, c'est que je sais où tu veux t'en aller, mais le bottom line, c'est que l'impôt de la société est inclus dans son prix de vente et dans le prix de vente de ses produits et de ses services est réparti indifféremment. Elle va verser des salaires, donc ça va diminuer son profit. Fait que c'est l'employé qui va payer l'impôt. Fait que je veux juste nuancer le fait que la société ne paye pas d'impôt parce que je sais que ça va sortir comme étant « Ah, elle le savait! » Les sociétés ne payent pas d'impôts. Ils font aucun chèque au gouvernement. Mais attends, non, ils font des chèques. Ils en font, là. C'est pas... Légalement, l'impôt paye des sociétés au Canada. La loi de l'impôt le prévoit. La société paye des impôts, légalement, oui. D'un point de vue économique, quand on pense à l'économie de manière globale, ce qu'il est en train de dire, ils ne devraient pas en payer. C'est les philosophies. C'est pas qu'ils ne devraient pas en payer. C'est pas qu'ils ne devraient pas en payer, c'est qu'ils n'en payent pas. C'est que dans la mesure où en fait, une société est une fiction juridique. Donc ceux qui vont supporter le coût économique sont toujours des individus. Je suis d'accord avec toi. Dans ce sens-là. J'essayais de simplifier. C'est pas un devoir-être. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle n'en paye pas parce qu'indirectement, c'est les individus indirectement. Mais ça reste que légalement, quand on regarde, oui, une société fait des acomptes, fait des chèques, fait des etc., paye de l'impôt. Je veux dire, on peut regarder dans la loi, le mot société se retrouve à plusieurs endroits. C'est pour ça qu'il y a ce système justement de majoration et de crédit d'impôt. C'est qu'en fait, quand on majore, on essaye en fait de recréer. Ça, on va y rentrer dedans quand on va parler des dividendes interco. Mais si j'ai bien à retenir, écoute, un argument qu'on entend souvent, c'est si on ne payait pas d'impôts dans les sociétés auraient plus d'activité économique parce qu'elles pourraient réinvestir plus souvent. Et on va pas rentrer ça serait l'objectif, mais je pense qu'on devrait s'arrêter là. Il y aurait un risque. En fait, dans la DPE, on va pas... Il y aura un risque des gens qui ne payent jamais d'impôts. Parce que si les gens ne se versent pas de dividendes, ils ne payent pas d'impôts. Parfait. Comme Réginald le suggère, on va s'arrêter sur ça. Yes. Premier épisode dans la boîte. Fait que espérons que ça va être le premier aussi qu'on va publier. Parce que sinon, ça va être... Sinon, ça sera le 2e ou 3e. Fait que c'est ce qui... Fait que principe d'intégration, c'était l'objectif de discuter de ça avec vous aujourd'hui. En espérant que vous avez apprécié. On va peaufiner avec le temps. Puis, merci beaucoup pour votre attention. Puis, on vous revient sous peu. Fait que c'était Professeur Reggie. Jerry. Victor. Et Victor.
Puis au plaisir de se revoir la prochaine fois.